Hello, bienvenue pour ce Cosmic Live du 21 décembre jusqu'au 27. Comme d'hab, j'ai canalisé quelques petits messages par écrit, je vais tirer des cartes ensuite pour compléter tout ça. C'est une guidance générale, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Hélas, je n'ai pas la vérité absolue. Le premier point, il concerne quand même un peu, donc là on est en période de fête, il va y avoir les repas de famille, les rassemblements, ce genre de choses. Et donc j'ai noté, soyez attentifs à ce qui se joue pour vous. C'est-à-dire que, en fait, dans les fêtes, on a toujours l'oncle un peu lourdingue, la tante qui a la main lourde sur le vino. On peut avoir, j'en sais rien moi, la sœur qui prend toute la place, toute l'attention. On peut avoir le frère qui est jamais d'accord avec rien, etc., etc. Et donc en fait, c'est un peu... ça fait un peu le jeu des 7 familles, quoi, où en fait, on est très fort en fait pour voir le personnage que jouent les autres. Tiens, elle est toujours comme ça, ah ben lui, c'est toujours la même rengaine, etc., etc. On est très très fort pour catégoriser, pour labelliser comme ça les gens. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on joue, nous aussi, un personnage dans tout ça. C'est-à-dire que si on a quelqu'un voilà, qui observe toute la famille et qui est capable de vous dire « Ah bah lui il est comme ci, elle est comme ça, elle c'est sûr, il va se passer ça, etc. etc. » Le personnage qu'incarne cette personne, c'est le personnage de celui qui est à côté. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la famille. Donc c'est ça qui lui permet d'observer, c'est qu'il s'extrait de la famille. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, si je m'extrais de la famille, je ne suis pas en connexion avec la famille. Parfois, ça peut être une bonne chose de ne pas être en connexion avec une famille. Mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment que vous puissiez voir que vous aussi, vous jouez un personnage. On joue tous, en fait, des personnages. Parfois on peut en changer au cours de la soirée, au cours des jours. On va changer de personnage aussi en fonction des personnes qui sont autour de nous. Il y a des personnes avec qui on va plutôt être soumis, d'autres avec qui on va plutôt vouloir prendre le contrôle, d'autres avec qui on va être très gentil, d'autres avec qui on va être absolument insupportable. Et en fait, en fonction des gens et de l'environnement dans lequel on est, c'est des parts de nous en fait qui vont s'exprimer. Mais soyez sûr que si vous avez le nez fin pour mettre en lumière que machin il est comme ci, machine elle est comme ça, etc. etc. Toutes ces parties de vous lapsus révélateur, tous ces personnages que vous arrivez à capter chez les autres, si vous les voyez aussi bien, c'est parce qu'ils dansent la Zumba à l'intérieur, c'est parce que vous les avez aussi, mais que soit vous les jugez, donc en fait vous les mettez à la cave, vous voulez surtout pas qu'on voit cette partie de vous, soit vous aimeriez bien en fait être celle ou celui qui prend toute la place, mais vous osez pas. Donc c'est vraiment important de voir quel personnage on joue, qu'est-ce qui se joue en fait, parce que c'est pareil dans le fait de pointer du doigt les uns et les autres, et qui a fait ci, et qui n'a pas fait ça, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? En quoi c'est utile, bénéfique, pour vous, pour les autres, d'être celle ou celui qui pointe du doigt, qui observe, qui catégorise, etc., etc. Je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mal. Hein. Je suis la première à catégoriser. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Il faut juste être conscient de ça et aussi être conscient de pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Souvent, ça permet de se positionner aussi, de se positionner et de trouver sa place. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit où il y en a une qui prend toute la place, bon, bah, ce sera pas moi, en gros. Donc ça peut être utile, hein, c'est que ça peut me permettre, donc bah, c'est bon, elle occupe le devant de la scène, là, moi je peux me mettre peinard derrière. Donc il y a toujours un intérêt et il y a toujours quelque chose qui se joue pour nous. Et en fait, c'est surtout ça le message, c'est que, ok, vous allez voir ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Vous allez critiquer. I know. Je le fais aussi. Mais le truc, c'est d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire, ok, je vois ça chez les autres, je critique ça chez les autres. Ça me plaît bien chez les autres. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est vraiment ce mouvement de... les autres, l'extérieur, me parlent avant tout de moi. Même quand il est question de qui joue quel rôle, quel personnage. Donc, on se demande,
Donc, ok, on a le jeu des 7 familles avec machin, truc qui fait ça, ok. Quel rôle je joue, moi, à titre personnel? Parce que si vous êtes persuadé que vous jouez pas de rôle et que vous êtes hyper authentique, etc., peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire que, pensez à ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire celui qui observe et qui fait surtout pas partie de ça, c'est ça son personnage. Son personnage, c'est « je fais surtout pas partie de ça ». Mais du coup, ça veut dire qu'on se coupe aussi du lien, en fait, des connexions. Donc quel rôle vous jouez, quel rôle tu joues à titre personnel, parfois sans t'en rendre compte. Et c'est important aussi de voir quel rôle on joue en fonction des différentes familles dans lesquelles on est, famille ou groupe, etc. Parce qu'on va pas forcément avoir le même personnage quand on est dans sa famille, dans sa belle famille, quand on est avec ses potes, quand on est à la teuf du boulot et ce genre de choses. Donc quel personnage on joue et à quoi ça ressemblerait si tu ne jouais pas de rôle en fait. Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu te comporterais? Quelle soirée, quelle journée tu passerais si tu ne jouais pas de rôle? Et vraiment, hein, ne soyez pas... j'ai noté « don't fool yourself ». Ne vous racontez pas d'histoire. On joue tous des personnages à longueur de journée. Plus j'en suis consciente, plus je peux sortir du personnage. Parce que là, je vais me rendre compte que je suis dans le personnage qui fait ceci. Là, je suis plutôt cette partie-là. Et donc, plus je peux en sortir. Et si vous voulez, le fait d'en sortir... Alors, attendez, j'essaie de rassembler mes idées. Parce que l'idée, c'est de voir qu'on a tous plein de personnages, pas juste un personnage. Et à partir du moment où j'en sors, je prends aussi conscience que je peux être tous ces personnages-là. Donc, si vous voulez, dans la multiplicité, dans toutes ces parties de moi qui existent, dans tous ces personnages que je peux incarner, finalement, vient se créer une forme d'unité. L'unité, pour moi, elle vient du fait que je suis conscient de quelle partie de moi est en train de prendre le dessus, de prendre la parole, et pourquoi. Ok ? Et surtout, à partir du moment où on est conscient qu'on a plein de personnages, qu'on joue plein de personnages, etc., on va arrêter de les pointer du doigt chez les autres. Puisqu'en fait, je peux pointer du doigt que, j'en sais rien, moi, celle-ci, elle est toujours en train de se vanter, nanani, nanana. Sauf qu'en fait, si je suis honnête avec moi-même, peut-être que moi aussi, je me vante. Sauf qu'en fait, je le fais avec moi-même devant mon miroir, à me dire, putain, mais t'es vraiment génial, c'est super ce que t'as fait. Mais jamais de la vie, j'oserais le faire de manière publique, comme ça, parce que sinon, on va te dire que je me la pète, etc. Donc, quelque part, ça me dérange et en même temps, j'envie ce truc-là. Donc, à partir du moment où j'ai conscientisé ça, je sais aussi que pourquoi j'ai envie de me vanter, pour qu'on me reconnaisse. Donc, cette personne qui se vante de ceci, de cela, peut-être qu'elle a juste besoin de reconnaissance, en fait. Et donc, ça permet d'être davantage dans l'empathie et davantage dans le lien. Et pour moi, cette période-là des fêtes, elle est... Pour moi, c'est l'essence même, en fait, des fêtes de fin d'année. C'est le fait de vraiment se retrouver tous autour du feu, symbolique ou réel, parce qu'on a le solstice d'hiver du 21, voilà, la nuit la plus longue, mais surtout après, le retour à la lumière. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça, la période de fin d'année, c'est venez, on se rassemble tous autour du feu pour passer cette soirée la plus longue, cette nuit la plus longue ensemble, et puis après, la lumière revient et chacun peut reprendre son petit parcours, son petit bout de chemin. Deuxième point, en lien du coup avec ce solstice et puis avec la lumière qui revient, sur quoi et à quoi tu veux apporter de la lumière, avec ce double sens que apporter de la lumière, c'est faire preuve d'honnêteté, mettre en lumière quelque chose, c'est se rendre compte de quelque chose, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose. Et apporter de la lumière, c'est aussi apporter de l'énergie, nourrir, apporter de l'attention. Et donc là, on est dans une période où on est, j'ai noté, fin de la descente. Fin de la descente dans l'obscurité. Et donc du coup, c'est un peu comme si on pouvait réouvrir les yeux. Et en fait, ce qui nous permet de tenir dans l'obscurité la plus totale,
c'est la lumière. Si un film soit tel, et parfois la lumière, elle est à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Et c'est ça qui permet en fait de traverser les périodes les plus sombres, que ce soit au niveau de la météo, mais de manière plus symbolique aussi. Ce qui nous permet de traverser les ténèbres, c'est le fait de savoir qu'on a toujours une lumière allumée à l'intérieur. Et donc là, cette période aussi, cette période nous invite à nous demander sur quoi on veut apporter davantage de lumière. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir en nous, dans notre vie, sur quoi on veut porter notre attention. Et il y a aussi, la fin d'année, elle est aussi propice aux prises de conscience, au bilan. Ok, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année? Qu'est-ce que j'ai kiffé? Qu'est-ce que j'ai moins kiffé? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour l'année prochaine? Et donc du coup, ça participe, cette notion de, ok, sur quoi je viens mettre de la lumière. Aussi bien en termes d'honnêteté, de prise de conscience, que qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Le troisième point, j'ai noté « Aimez-vous, bordel ». Parce qu'en fait, pour moi, c'est pareil, les fêtes, cette fin d'année, c'est un peu comme si ça cristallisait ce qu'on serait censé faire, en fait, tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout au long de l'année, en fait, il faudrait se célébrer. Tout au long de l'année, il faudrait se retrouver avec les gens qu'on aime. Pourquoi attendre une fois dans l'année pour se rassembler? Pourquoi attendre une fois dans l'année pour célébrer la lumière? Pourquoi attendre une fois dans l'année pour se faire des cadeaux, avoir de l'attention, bien se nourrir, etc. etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est... Alors, oui, Noël, les fêtes, bon voilà, c'est très marketé, hein, on va pas se mentir. Mais l'idée de base, c'est de se rassembler. Et pourquoi on se rassemble? Parce qu'on s'aime, en fait. Parce qu'on s'aime de manière universelle, de manière inconditionnelle, comme j'aime, j'en sais rien, moi, la mer, les oiseaux, le monde, l'humanité, etc., etc. Et on oublie en fait finalement ce qui est un peu triste dans notre façon de célébrer les fêtes et de célébrer la vie de manière générale, c'est qu'on oublie l'amour en fait, on oublie les liens, on oublie que on vient tous du même endroit, qu'a priori on va tous au même endroit, qu'on est constitué exactement de la même chose, et que donc techniquement, l'amour devrait circuler. L'amour circule, c'est juste qu'on y est en fait, on y est fermé, ou on y est réceptif, mais avec des conditions. Et la vie est courte. Ne me remerciez pas pour cette info. La vie est courte. On a l'impression qu'on a toute la vie devant nous. On a l'impression que si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera demain. On a l'impression que ça peut attendre. En fait, de base, notre existence, elle est courte. Alors c'est sûr, par rapport à un papillon, ou j'en sais rien, moi, une bestiole qui vit 2-3 ans, ou 2-3 semaines, ou 2-3 jours, a priori, on est mieux lotis. Mais en fait, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers, mais on est tellement peanuts en fait. On est tellement peanuts et on passe notre vie à croire que non mais c'est bon, on est large. Non, on n'est pas si large que ça. On n'est vraiment pas si large que ça et c'est pas parce que éventuellement on a d'autres vies parallèles, antérieures, etc., etc., qu'on doit négliger en fait celle qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc dans ce « aimez-vous, bordel », il y a le fait d'aimer les autres, d'aimer le monde, de se rappeler que, a priori, on n'est qu'un, mais il y a aussi le fait de s'aimer soi, d'arrêter de se prendre la tête avec des trucs qui nous plombent, avec des gens qui nous plombent, avec des choses qui nous plombent. Alors oui, je sais, c'est un peu contradictoire avec « aimez-vous les uns les autres », mais en même temps, on est des êtres humains, donc en fait, on a aussi des limites. C'est que oui, dans un idéal de vie, on s'aimerait tous, en fait, de manière inconditionnelle.
Sauf que on est aussi incarné dans la matière pour vivre la dualité et donc pour vivre je fais bouger la caméra. On est aussi là pour vivre cette dualité et donc pour vivre le fait que non, je t'aime pas et non, je m'aime pas. Donc c'est un vrai travail du quotidien. Et dans le fait de s'aimer, il y a aussi le fait de faire en sorte d'avoir l'environnement le plus sain en fait pour soi. Alors évidemment que dans un environnement sain, il y a le fait techniquement de respecter la planète sur laquelle on vit, puisque si c'est pollué, je vais me polluer, si ça part en latte, je vais partir en latte, s'il n'y a plus à bouffer, je vais crever la dalle. Donc évidemment en fait que mon environnement, il est important. Si je suis importante pour moi, évidemment que l'environnement dans lequel j'évolue, il va devenir important pour moi. Genre vraiment, l'environnement de manière globale et mon environnement un peu plus comment dire, microcosme, un peu plus, voilà, mon entourage, ma famille, mes amis, l'endroit où je bosse, l'endroit où je vis. Et on a tendance à se dire, je sais pas moi, par automatisme, par flemme parfois, et aussi parce qu'on se dit on est large, que ça peut attendre. J'irais bien vivre à la campagne, mais ça peut attendre. Je ferais bien ça et ça. Oui, je vais attendre la retraite, je vais attendre que les gosses soient grands, je vais attendre. Le problème, c'est que la vie, elle attend pas, et que parfois, elle sonne le gong de la fin avant qu'on ait pu faire tout ce qu'on avait envie. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout claquer et puis aller faire le tour du monde en sac à dos, mais en fait, il y a peut-être un juste milieu entre tout plaquer et vivre d'amour et d'eau fraîche et subir sa vie. Et en fait, vraiment, le truc important, s'il y avait un truc à retenir sur cette fin d'année pour tous les jours de toute l'année, c'est à quel moment je subis. À quel moment je subis ma vie, à quel moment je subis mon entourage, mon taf, etc. etc. Et pourquoi, en fait, je continue de subir. Il y a des choses qu'on est obligé de subir. Quand vous êtes dans un pays en guerre ou dans des endroits qui sont ravagés, dans des environnements même qui sont ultra toxiques, etc., etc., parfois on n'a pas d'autre choix que de subir. Mais pour toutes les fois, pour toutes les situations où vous avez le choix, s'il vous plaît, arrêtez de subir. Arrêtez de subir, faites d'autres choix. C'est pas toujours évident, mais on n'est pas obligé de subir. La vie nous amène déjà suffisamment de challenges et de choses qu'on ne peut pas contrôler, sur lesquelles on n'a pas la main et qu'on est parfois obligé de traverser, parce que juste ça fait partie de la vie. Mais donc, ouais, pour tout ce qui est en votre pouvoir, arrêtez de subir en fait. Arrêtez de subir, on n'est pas venu, on ne s'est pas incarné pour juste subir. Subir en attendant, en espérant que peut-être un jour, quelque chose va faire que ça ira mieux. Peut-être qu'on peut décider, soit, que ça va aller mieux, et que pour que ça aille mieux, on va prendre telle et telle décision. J'en sais rien, ça peut être quitter l'espèce de tocard avec qui on est depuis X temps, ça peut être se barrer de ce job qui nous rend complètement abrutis, ça peut être le fait de déménager parce que l'endroit où je vis, en fait, ça me fout le cafard. Des choses sur lesquelles vous avez la main. Encore une fois, je sais que c'est pas toujours évident, mais souvent on s'auto-limite. Souvent on s'auto-sabote en se disant « Ah, ouais, non, c'est pas possible. Ah, ok. Donc tu es d'accord de continuer à subir. » Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste que quand arrivera l'heure finale, si je me retourne sur ma vie, est-ce que j'ai envie de dire putain, fais chier, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Ou est-ce que je me retourne sur ma vie et je me dis ouais, c'était cool. De manière générale, tous les jours sont pas tous les jours sont pas cool, loin de là. Mais qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à la fin de votre vie et quand vous serez de l'autre côté? Voilà, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour n'avoir aucun regret le jour où la vie me dit viens, on va faire autre chose.
Ouais, gardez aussi en tête pour ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Et nourrissez ces choses-là. Vraiment, nourrissez ces choses-là. Même si les gens ne comprennent pas, on s'en tape en fait. On s'en tamponne de ce que pensent les gens, de ce que pensent les autres. Les gens bienveillants autour de vous, même s'ils ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous cassez, pourquoi machin, ils seront quand même contents pour vous. Ceux qui ne comprennent pas et qui en plus vous font des réflexions, machin, fuck it, on s'en tape en fait. On s'en tape. De toute façon, vous ne pouvez pas, comment dire, partager votre vision du monde, partager votre vision de la vie. Enfin, si, vous pouvez la partager, mais je veux dire, vous ne pouvez pas la partager dans le sens où vous ne pouvez pas obliger les gens à voir, enfin, obliger. Vous ne pouvez pas faire que les gens voient exactement ce que vous voyez. Donc, entourez-vous de gens voilà, qui, même quand ils ne comprennent pas, vous soutiennent. Même quand ils ne comprennent pas, vous disent bah, ok, si tu as envie de faire ça, vas-y, fais, et puis tu me raconteras. On n'a vraiment rien à justifier, en fait. On n'a rien à justifier comment dire, de nos envies, de nos élans. On peut donner des explications si on a envie, mais la justification vraiment de se dire oui, mais si je fais ça, ça veut dire que ouais, mais je dois demander à machin et je dois expliquer à truc. Non, non, vous n'avez rien à expliquer à personne en fait. Vous faites vos choix, il y a des conséquences à ces choix, mais les gens qui vous entourent de manière bienveillante vous demanderont pas de justifier quoi que ce soit. Peut-être qu'on vous demandera un peu des explications, un contexte, un truc juste pour essayer de comprendre, mais certainement pas de justification. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alright. Dans des relations, donc là on est un peu plus spécifique, jusqu'à présent on était un petit peu plus général, universel, de manière plus spécifique, dans des relations de cœur, dans des relations de... pas nécessairement de couple, mais vraiment dans des relations de cœur, c'est-à-dire des relations où on s'aime très fort. C'est des relations qui datent pas d'hier, hein. C'est des liens qui sont, comment dire, qui s'inscrivent un peu dans la durée. Il y a pu y avoir des petites anicroches sur l'année, voilà, des disputes, des incompréhensions, des non-dits, etc., etc. Et il peut rester des rancunes. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que ah ouais non c'est cool, on est passé à autre chose. Il y a peut-être un peu, si on sonde un petit peu, il y a peut-être quand même des rancunes qui persistent. Et les fêtes sont l'endroit propice pour que ces rancunes, justement, voilà, on croyait que le dossier était classé et puis bim, on se prend une petite réflexion dans les dents et puis en fait c'était pas classé. Donc ça peut être intéressant de se sonder pour voir, ok, est-ce que j'ai des rancunes envers les uns les autres, est-ce que je garde un peu des dossiers sous le coude, et si c'est le cas, pourquoi vous gardez des dossiers sous le coude? À quoi ça sert d'être rancunier? Encore une fois, je dis pas c'est bien, c'est mal, ça m'est arrivé d'être rancunière. De manière générale, je le suis pas plus que ça, mais je peux tout à fait comprendre qu'on garde comme ça des dossiers. Mais à quoi ça vous sert vraiment? Et pourquoi vous gardez ce dossier? Pourquoi vous ne le posez pas? Pourquoi vous ne demandez pas une explication? Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que le problème de ces petites rancunes là qu'on garde sous le coude, c'est qu'on a l'impression que non, mais c'est bon, c'est sous le tapis, c'est bon, ça va. Mais tôt ou tard, on va se prendre les pieds dedans, en fait. Et tôt ou tard, c'est la carte du combat, tôt ou tard, ça va venir foutre la merde. C'est comment dire? Ouais, soyez attentifs à vos rancunes. Aux choses que voilà, vous dites non mais c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est-à-dire que si c'est bon, si c'est ok, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de jugement, et donc vous êtes ok avec vous-même, vous passez un deal avec vous-même en disant ok, on n'en parle plus jamais, ce truc-là, ça disparaît, puisqu'en fait il n'y a pas de rancune. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, et à ce moment-là il faut le dire, parce que tôt ou tard, quand je dis tôt ou tard, c'est dans la semaine ou 5 ans après ou 50 ans après, ça va revenir.
et c'est pas le but. Donc il faut cracher le morceau pour sortir, donc c'est la carte fin de cycle. Ça peut vraiment parler de mettre un terme à des choses, peut-être de mettre un terme à des rancunes, hein, des vieux trucs qu'on garde, pas forcément qu'on garde sous le coude, mais des rancunes qu'on traîne depuis des années et des années, parfois qu'on traîne de génération en génération, hein, dans une famille, machin déteste tes trucs, donc moi aussi je déteste ce truc. Mais why en fait? Donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça où il faut sortir de ce cercle de la rancune, parce qu'en fait il abîme l'amour. Il abîme l'amour et tôt ou tard, ça pète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ouais. Il peut y avoir des petites... alors, les fêtes, mais de manière générale, les souffrances du corps, les maux physiques sont souvent révélateurs de nos maux psychiques et émotionnels. Donc, ouais, on peut, pendant les fêtes, par exemple, tout à coup avoir très très mal à la tête, très très mal au dos. Et en fait, soyez attentifs aux signaux que vos corps vous envoient, parce que ça vient vous dire là où il y a un manque d'amour pour vous. Si je prends un exemple un peu plus concret, admettons, voilà, fin d'année, j'ai le dos cassé en deux, j'arrive plus, j'arrive plus. Ok. En fait, peut-être que émotionnellement, j'en ai plein le dos. Et que donc, faire preuve d'amour envers moi-même, ce serait de dire, non, désolé, je vais pas venir à ce 18e repas parce qu'en fait, là, j'en peux plus. Ou, non, là, je vais pas pouvoir faire ça parce que là, j'en peux plus. Et au lieu de ça, je vais juste me claquer une journée seule avec moi-même, où je vais juste me reposer, je vais rien avoir à penser, rien avoir à faire. Donc, les mots de votre corps parlent aussi de vos besoins non respectés. Des endroits où vous auriez besoin de repos, vous auriez besoin d'écoute, vous auriez besoin de soutien, mais vous n'osez pas forcément ni l'exprimer ni le demander. Et c'est un acte d'amour envers soi-même que de respecter ces choses-là. Allez, last, et puis après je remballe, on est déjà à 27 minutes. Je parle. Hop. Ouais, le dernier point qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Pour celles et ceux qui ont du mal à lâcher, pour celles et ceux qui sont dans le contrôle de manière récurrente ou de manière permanente, si c'est permanent, mon Dieu que vous devez être fatigué. Mais de manière générale, en fait, c'est difficile de lâcher prise si on n'a pas conscience des choses dans leur entièreté. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple concret? Parce que souvent on a ce truc-là, et puis c'est très en vogue, hein, mais lâche prise, il faut lâcher prise, plus facile à dire qu'à faire. En fait, je ne peux lâcher prise que si j'ai conscience de ce que je lâche, de ce que je quitte, et que le fait de quitter ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais rien après. Lâcher prise, c'est vraiment tout un processus en fait. C'est que derrière le lâcher prise, si je n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Donc si j'arrive pas à lâcher cette relation, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Peur de quoi? J'en sais rien moi, peut-être de plus jamais être aimée, de plus jamais trouver quelqu'un qui me comprend comme ça, dans une situation de, j'en sais rien, si je veux pas lâcher mon job alors que je suis au bouillon le bif, peut-être que j'ai peur de pas retrouver une aussi bonne position, ou de pas retrouver un job juste à côté de chez moi, ou de pas retrouver de job du tout. Et en fait, quand on ne veut pas lâcher prise, c'est qu'on a peur de quelque chose. Et tant qu'on n'a pas conscientisé en fait cette peur, on peut vous dire dans toutes les langues lâche prise, vous ne lâcherez pas prise. Et c'est normal parce qu'il y a une peur. Donc s'il y a une peur, il y a un truc aussi très archaïque de je dois survivre en fait. Donc il faut conscientiser tout ça, regardez un peu les endroits où vous lâchez pas prise. Ne pas lâcher prise, ça peut être aussi dans des
je reviens avec mes repas de Noël, le fait de ne pas lâcher le morceau, hein, de vouloir absolument avoir raison, voilà, c'est de quoi vous avez peur en fait. De quoi vous avez peur. À partir du moment où vous conscientisez, ah ouais, en fait, j'ai peur de ça. Ok, là, vous pouvez laisser aller, puisqu'en fait, souvent, la peur, elle est irrationnelle, souvent, elle est surdimensionnée par rapport à ce qu'on peut vraiment perdre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement lâcher prise. Avant, vous allez peut-être vous dire, ah bah oui, je devrais lâcher prise, machin. Oui, ok, mais en fait, au niveau émotionnel, vous ne pourrez pas lâcher prise. Donc il faut venir mettre de la conscience en fait là-dessus. Toutes les choses auxquelles vous vous accrochez, que ce soit des gens, des situations, des principes, des disputes, des rancunes, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe si en fait je lâche? Parce que pour les rancunes c'est pareil, hein. Le fait de garder ce dossier sous le coude là, j'ai peur de quoi en fait? J'ai peur de quoi? Si je lâche ce dossier, si je me dis allez, on s'en fout, de quoi j'ai peur exactement? Et c'est très personnel, hein. C'est très personnel, mais plus vous allez avoir conscience de tout ça, plus vous allez avoir conscience de toutes les peurs que vous avez, les peurs qui vous font jouer un personnage, les peurs qui font que on s'aime pas assez, les peurs qui font que qu'on garde voilà, des dossiers, les peurs qui font que on s'agrippe, les peurs qui font que on accepte de subir. Plus vous mettez de la lumière là-dessus, plus vous allez vous rendre compte que finalement ces peurs-là, elles sont très mentales, elles sont souvent beaucoup plus, comment dire, c'est le monstre sous le lit en fait. On se fait toute une montagne de « oh mon Dieu, ça va être absolument abominable », et puis en fait on prend une loupiote, on lève le drap, on regarde en dessous, et puis bon, en fait ça va. Mais tant qu'on n'a pas mis la loupiote dessus, on reste avec un monstre imaginaire qui a l'air absolument trop gros pour nous. Donc sortez vos loupiotes et allez voir sous le lit qu'est-ce qui se cache en fait, de quoi j'ai peur véritablement. Et à partir du moment où je vois en fait la peur, je peux la prendre en considération et je peux mettre des choses en place pour avoir moins peur, la surmonter, ou juste me dire « Ah, en fait c'est que ça, salut !» Parce que vraiment, la vie est courte. Voilà, sur ce, passez de très belles fêtes. Aimez-vous les uns les autres, bordel. Aimez-vous aussi, vous êtes vraiment votre priorité, ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait quelqu'un de responsable. Plus je m'aime et plus je m'aime mieux, de mieux en mieux, plus je vais pouvoir aimer les autres de mieux en mieux. Parce que plus je m'aime, plus j'accepte en fait qui je suis, avec mes qualités, mes défauts, voilà, les trucs qui sont cool, les trucs qui sont moins cool, mes failles, mes contradictions. Et donc je suis moins à même d'aller condamner tous ceux qui ont ça aussi autour de moi, puisque je l'ai. Donc en fait, je vais pas taper sur quelqu'un qui a les mêmes trucs que moi j'ai, ou alors je me tape aussi sur la tête. Et à ce moment-là, on se tape tous sur la tête, et what the fuck, en fait, on n'est pas venu pour ça. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine, et vraiment passez de très belles fêtes.